Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Euro du 25 mai 2020. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Et la WWE a décidé d'innover, voilà, ils vont un peu copier AEW, mais ça à la limite, on s'en fiche. Ils vont décider de mettre des superstars de NXT et simplement des personnes du Performance Center en ringside, voilà, pour faire un public, pour faire du bruit, tout simplement, pour te donner l'impression que c'est vivant, tout simplement. Et on va reconnaître, voilà, la fille de The Rock. Voilà, c'est un petit clin d'œil, voilà, on la reconnaît. Et tout de suite, au bout de 30 secondes, c'est un plaisir, tout simplement, de réentendre du bruit, de réentendre des gens qui applaudissent, tout simplement. Et voilà, même si l'idée est un peu piquée, forcément à EW, pour le coup, je m'en fiche totalement, parce que l'idée est bonne. Voilà, à partir du moment où l'idée est bonne et qu'elle est bien réalisée, moi ça me va. Bon, après on aurait pu leur donner des chaises quand même, parce que les pauvres vont rester quand même pendant 3 heures debout. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Sinon, je trouve que c'est une très bonne idée et que ça rend plutôt bien. On ouvre le show du coup avec le Kevin Owens Show. Ça fait toujours plaisir de voir Kevin Owens avec un micro, tout simplement, parce que c'est toujours fun. Au final, voilà, Asuka, la championne d'Euro, va arriver. Et les trois participantes au Triple Threat de ce soir qui va déterminer une nouvelle challengeuse au titre d'Euro. Natalia, Charlotte et Nia Jax voilà, vont arriver et vont se lancer un peu des punchlines plus ou moins réussis, hein, on va pas se mentir. Tout ce que je retiens, on va dire, de ce segment, c'est Kevin Owens, voilà, avec ses petites blagues, ses petites réactions chaque fois, qui sont plutôt sympas. Voilà, pour le coup, il y a que Kevin Owens à sauver de ce segment, sinon c'est pas terrible. Et on va dire que c'était allez, c'était un peu pour nous chauffer avec cette foule, on va dire, où justement, on va voir qu'ils vont vraiment réagir à ce qui se passe. J'avais peur que ce soit juste pas des robots, mais disons que ça soit un peu à l'arrache, des robots qui de temps en temps applaudissent, mais au final non, ça réagit vraiment aux faits et gestes des superstars qui sont sur le ring, donc c'est plutôt pas mal. Et au final, le segment va se terminer avec Asuka qui va frapper Nia Jax et Charlotte qui va frapper Natalia et Asuka va prendre le dessus et Nia Jax va s'enfuir. Mais voilà, c'est pas terrible pour commencer, mais voilà, ça nous chauffe, on va dire, pour ce début de show. Match pour le titre des États-Unis. Andrade, le champion, défend face à Apollo Crews. Pas une grosse histoire derrière. Apollo Crews qui est revenu, on va dire, sur le devant de la scène depuis quelques semaines. Voilà, qui avait été blessé pour le Man in the Bank, mais voilà, qui est présent en ce moment. Et qui est plutôt pas mal pour le coup, il faut le dire. Et Andrade, un peu en retrait, voilà, beaucoup de défaites, hein. Franchement on va pas se mentir, tout le clan, Andrade, Zelina Vega et tout, c'est que des défaites en ce moment, donc c'est compliqué. Et au final on a eu un bon match, mais assez frustrant, j'ai envie de dire, parce que déjà pour le coup, pendant le match, on va avoir une interview d'Angel Garza, alors ça j'ai pas compris. On a un match de championnat quand même, et pendant le match, on nous met le match au second plan, et on nous fait une interview d'Angel Garza par Kayla Braxton. Voilà, j'ai pas trop kiffé pour le coup, j'étais en mode ok, mais pourquoi? Et ensuite cette fin de match où Apollo Crews va enchaîner deux moonsaults il me semble, et va gagner. Et Apollo Crews est nouveau champion des États-Unis. Et je trouve que ça vient un peu d'un coup, c'est un peu brutal. Normalement, il me semble que c'est une sorte de power bomb le finish d'Apollo Crews. Et là, c'est vrai que son enchaînement, et il fait le tomber, j'ai fait ah ok, ah il a gagné. Donc c'était assez surprenant. Maintenant, ça, je trouve que le rendu était plutôt pas mal avec ce public. Voilà, on est quand même beaucoup plus investi, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Avec, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, dès qu'il y a du bruit, il y a quand même un investissement qui n'est plus le même. Et pour le coup, Apollo Crews, champion des États-Unis, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, je le dis toujours, il n'a pas le charisme et ce qu'il faut pour aller plus haut. Maintenant, dans la mid-card, pour un titre des États-Unis, c'est vraiment très bien. Et
Andrade stagnait, voilà, perdait beaucoup, ce clan ne va nulle part et voilà, il commence à être fini. Donc voilà, ça redonne un nouveau souffle pour le titre des États-Unis et franchement, je trouve ça pas mal. Promo backstage de Seth Rollins, le Monday Night Messiah, toujours aussi classe, hein, avec son costard là, vraiment très très classe. Et il tient un masque de Rey Mysterio. Voilà, on nous remonte les images de son attaque d'il y a 2 semaines, voilà, où il avait fait saigner de l'œil Rey Mysterio. C'était assez violent, hein, assez moche à voir. Et justement, il va encore nous en parler. Il va nous dire tout simplement que après Money in the Bank, Rollins ne se sentait pas très bien et que grâce à Rey Mysterio, maintenant, voilà, il se sent parfaitement bien. Voilà, il remercie en gros Rey Mysterio, un peu comme la semaine dernière, il me semble. Et voilà, et surtout, il veut nous introduire tout simplement son nouvel associé, son nouveau disciple, Austin Theory, qui est officiellement dans le clan avec Murphy. Et, euh, et il nous annonce ce soir que les deux vont affronter Aleister Black et Humberto Carrillo. Et sinon, voilà, je voulais parler juste vite fait de ce clan, c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Il y a de la classe, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience avec Rollins, il y a du charisme. Je trouve qu'il y a tout. Et maintenant, je disais qu'il y avait déjà tout pour le clan Garza, Andrade et Austin Theory. Et ils les ont fait perdre semaine après semaine. Donc, je vais pas m'enflammer, encore une fois, je vais attendre le booking, je vais attendre des victoires, je vais attendre de voir comment ils vont les mettre en avant, mais encore une fois, sur le papier, ça m'intéresse. Les Iconics sont sur le ring et les deux membres des Iconics vont simplement s'excuser. Peyton Rose parce que voilà, c'est elle qui s'est fait disqualifier la semaine dernière et donc qui a coûté la défaite et donc voilà qui a fait que voilà, elles n'ont pas remporté le titre tag et Billie Kay parce qu'elle a frappé la semaine dernière Peyton Rose. Donc voilà, elles vont juste s'excuser et tout simplement elles disent que elles méritent plus, elles méritent d'être championne tag. C'est pas ouf ce qu'elle nous raconte. Et Alexa Bliss et Nikki Cross, les championnes tag team, vont venir. Et là, pour le coup, il va y avoir une promo assez intéressante, on va dire. Intéressante, pas forcément dans les propos, mais dans la manière, voilà, dans la façon de faire. Nikki Cross, on va dire qu'elle était un peu plus passionnée, on va dire, sur ce coup, où elle va nous raconter son histoire d'amitié avec Alexa Bliss, que c'est elle qui l'a un peu sauvée, parce qu'elle était un peu perdue, et que grâce à Alexa Bliss, bah, voilà, elles sont championnes tag. Donc voilà, ça c'était plutôt pas mal. C'est le seul truc à retenir, c'est que voilà, c'était plutôt sympa le moment où Nikki Cross a parlé, alors que d'habitude c'est assez gênant. Et au final, les Iconics vont frapper les championnes par équipe, et vont prendre le dessus, et vont porter leur finish qui est plutôt sympa par ailleurs. Et je pense tout simplement que les Iconics, même si voilà, sur le ring c'est très moyen, au final c'est la seule vraie équipe de cette division tag. Donc je pense qu'on devrait leur mettre le titre parce que ce serait cohérent, on va dire. C'est les seuls qui travaillent vraiment en équipe. Et au moins ça permettrait à Alexa Bliss de revenir en solo, mais ça je le dis chaque semaine. Donc bon, c'était quand même pas terrible tout ce segment. On retrouve les Street Profits et les Viking Raiders qui vont s'affronter dans un match de golf. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était un match de lancer de hache. Avant, c'était un match de basket. Voilà, donc ça fait 1-1, une victoire partout. Et en vrai, c'est plutôt sympa. En vrai, ça te déconnecte totalement du catch. Mais, mais, pour le coup, euh, j'aurais pas trop aimé, disons, dans une période où il y aurait du public, où t'es à fond dans les shows, où t'attends que les matchs, t'attends que les moments live. Là, pour le coup, c'est des moments préenregistrés, c'est monté. Alors d'ailleurs, c'est monté n'importe comment, hein. D'ailleurs, je crois que c'est fait exprès d'ailleurs, mais un enfant de 4 ans monte mieux que ça, hein, je pense. Mais c'est assez fun à regarder. Pour le coup, ils vont s'affronter dans un parcours de golf normal, mais ils vont se faire virer. Du coup, ils vont faire ça dans un mini-golf. Et c'est cool, en vrai c'est cool. Les Street Profits vont l'emporter. Et je pense qu'il y aura
d'autres séquences comme ça les prochaines semaines et c'est tant mieux. Je l'avais déjà dit, je pense que pour la Division Tag, on s'en fout, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, qu'ils fassent ce genre de truc, moi ça me dérange pas. Le VIP Lounge de MVP qui va avoir pour invité le champion de la WWE, Drew McIntyre. Voilà, ça va tourner autour de Drew McIntyre contre Bobby Lashley parce que MVP est un peu le nouveau manager de Bobby Lashley et MVP, franchement, qui est plutôt bon dans ce rôle. Je suis pas un grand fan d'MVP, je suis pas un grand fan de Bobby Lashley non plus, mais dans ce rôle de manager et là de présentateur pour le coup, et voilà, dans les promos MVP c'est très costaud, c'est très correct, donc franchement ça amène bien la feud et McIntyre est parfait. Encore une fois dans ce segment, MVP va nous rappeler que Drew McIntyre était déjà il y a quelques temps dans le VIP Lounge et qu'il avait mis un Claymore kick dans la tête de MVP. Drew McIntyre qui va juste lui rappeler qu'on dit Claymore, hein, pas besoin de rajouter le kick. C'était plutôt sympa et marrant. Ce jour-là, c'était dit que ce gars-là sera champion de la WWE et quand il perdra le titre, je veux jouer un rôle là-dedans. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Finalement, Bobby Lashley va arriver et McIntyre va porter le Claymore sur MVP. Et là, j'ai pas trop aimé. Bobby Lashley va juste ramener MVP et va avoir peur de Drew McIntyre. Et on nous construit, enfin, on essaye de nous construire un Lashley en monstre, en costaud, en voilà, je suis prêt à affronter McIntyre. Et là, voilà, il va même pas en face à face, il va même pas lui faire un tête à tête, rien du tout. Il s'en va. Donc je trouve ça un peu dommage. Alors oui, McIntyre est encore montré hyper fort et ça c'est très bien, c'est vraiment une bonne chose. Mais si tu veux nous faire croire en Bobby Lashley, voilà, essaye de pas forcément qu'il prenne le dessus sur McIntyre, mais montre-nous qu'il n'a pas peur. Rien que ça, ce sera un bon début. Kevin Owens arrive sur le ring pour affronter André Garza, mais justement, il va se faire attaquer avant le match par André Garza qui va justement lui attaquer la jambe. Et le match va quand même débuter avec un Kevin Owens forcément affaibli. Et Garza va dominer tout le match quasiment. Et forcément, il va se focaliser sur la jambe de Kevin Owens. Alors, justement, je trouvais ça un peu bizarre. Ce truc de Garza qui domine, ok, mais ce truc d'attaque avant le match, de se focaliser que sur la jambe, et le rendu était plutôt pas mal parce qu'avec le public, on a vraiment ce côté où on soutient encore plus Kevin Owens, où on croit à son retour dans le match. Il va y avoir un retour d'Owens, mais à cause de sa blessure, Angel Garza va réussir à prendre le dessus et à s'imposer. Voilà, André Garza qui va battre Kevin Owens. Alors, oui, il y a cette attaque d'avant-match qui fait que ce n'est pas une victoire très clean, mais quand même, Angel Garza qui bat Kevin Owens, pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un truc qui doit passer où on doit se dire, ouais, on s'en fiche. Non, pour moi, c'est quelque chose de marquant. Kevin Owens, alors oui, il n'est pas pêché tout le temps, mais ça reste quelqu'un quand même dans l'univers de la WWE, et ça reste quelqu'un d'assez fort dans l'esprit, on va dire, WWE. Que Angel Garza arrive à le battre, que ce jeune talent arrive à le battre, je pense que voilà, il y a quelque chose derrière et on a des plans pour André Garza et je trouve ça très bien parce qu'avec ce trio, enfin ce clan qui n'allait plus hein, avec les Mexicains et Austin Theory, c'est très bien de voir un André Garza en solo et qui bat Kevin Owens. Donc je veux voir la suite, je veux voir ce qu'ils ont prévu pour André Garza. Humberto Carrillo et Aleister Black font face à Austin Theory et Murphy, voilà les disciples du Messiah Seth Rollins, dans un match génial. Pour le coup, j'ai tout simplement adoré. Parce que tout simplement sur le ring, t'as 4 gros talents. T'as de la jeunesse, t'as de la nouveauté, t'as de la fraîcheur. Et c'est ce que j'ai ressenti tout simplement sur le ring parce que c'est parti à 2000 à l'heure. Il n'y a pas eu de temps mort. Il y a eu de la voltige avec Humberto Carrillo qui fait un saut en dehors du ring superbe, une sorte de crossbody
superbe en dehors du ring. Et voilà, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment un super bon moment dans ce Raw. Assez court, mais je trouve que c'était bien. Voilà, j'en voulais peut-être plus, mais je trouve que ça s'est bien terminé. Et voilà, justement, ça se termine avec Austin Theory, le nouvel arrivant dans le clan de Seth Rollins, qui va donner la victoire en faisant le tomber sur Humberto Carrillo. C'était quelque chose à prévoir. Voilà, je pensais pas qu'ils allaient donner une défaite à Austin Theory pour son premier match dans ce nouveau clan et faire le tomber sur Carrillo. Voilà, ça laisse Aleister Black tranquille. Et après le match, Rollins va vouloir marquer le coup encore une fois et faire la même chose qu'il avait fait à Rey Mysterio, mais le faire cette fois à Humberto Carrillo. Vous savez, voilà, mettre son œil sur le coin de l'escalier. Mais Aleister Black va prendre une chaise et voilà, ne va pas être d'accord avec ça. Rollins qui va prendre le micro, qui va dire à Aleister Black d'arrêter ça et que sinon, voilà, il va être obligé de sacrifier non pas juste Rey Mysterio, mais de sacrifier Humberto Carrillo et Aleister Black. Du coup, au final, Seth Rollins, Austin Theory et Murphy vont s'en aller sans rien faire à Carrillo parce que Aleister Black ne va pas voilà, lâcher sa chaise. Mais tu sens que voilà, ça va tourner autour d'Aleister Black, sûrement de Rollins contre Black, et j'ai déjà hâte. Mais pour le coup, tout était parfait. Le match, le segment d'après-match, Rollins, voilà, j'ai passé encore un très bon moment pour le coup. Promo de Edge en backstage. Bon, il va un peu revenir forcément sur tout ce qui s'est passé. Il va revenir sur le fait que oui, il doute, comme Randy Orton l'a dit, parce que forcément, quand t'as pas catché depuis 9 ans, tu doutes. Et il a regardé sur internet, et il a vu que Randy Orton avait fait à peu près 1000 matchs depuis 9 ans, depuis qu'il est à la retraite, Edge, et que Randy Orton a su s'adapter à tous les styles de catcheur, de tous les styles de catch, et voilà, que Randy Orton est un bon catcheur. Et voilà, il a dit qu'il n'y a pas que l'âge, tout simplement, il va devoir chercher au plus profond de lui-même, voilà, pour pouvoir battre Randy Orton. Une promo assez bien, comme d'habitude avec Edge, hein. L'acting est toujours aussi bon avec Edge, il n'y a pas de souci pour ça. Il y a juste un cut au milieu de la promo. Pareil, au niveau montage, c'est hyper mal fait. On voit clairement la mauvaise transition, on voit clairement que ça a été coupé et que voilà, c'est mal monté, encore une fois, hein, on va pas se mentir. Mais en oubliant ça, on va dire que c'est encore une belle promo de Edge. Après, faudrait pas qu'il y ait non plus ça toutes les semaines jusque Backlash, on pourrait un peu se lasser, mais pour le moment, c'est quand même très bien. Les Viking Riders et les Street Profits sont en backstage et ils cherchent un nouveau défi. Voilà, ils ne savent pas trop quoi faire pour la prochaine fois. Et MVP va arriver et voilà, va pas trop comprendre ce qu'ils font, va être un peu énervé, va les prendre un peu pour des débiles d'ailleurs, et il va leur proposer un match ce soir entre Bobby Lashley et MVP contre les Street Profits. Voilà, donc on aura ça plus tard dans la soirée. Ça peut être très fun, voilà, ça peut être très cool à voir. On nous avait annoncé Ric Flair pour ce Raw. Au final, c'est une vidéo de chez lui et il va simplement parler du combat entre Edge et Orton, ça on le savait. Je vais pas dire que je suis déçu parce que voir Ric Flair, une ring ou non, ça change pas grand chose. Mais comme d'habitude, la WWE est assez mytho, on va dire, hein, pour faire des audiences. Encore une fois, ils avaient annoncé Ric Flair, voilà, donc les gens attendaient, mais au final, voilà, il est chez lui et il va juste parler de Orton et Edge, et ça va pas être très intéressant, et je ne comprends pas le but ni l'intérêt pour le coup. Match pour être aspirante au titre numéro 1 de Asuka. Nia Jax face à Charlotte Flair, face à Natalya, et on va pas se mentir, sur le papier, on était en mode pourquoi? C'est-à-dire, Charlotte Flair est déjà championne NXT, on lui redonne un spot. Nia Jax, ok, elle vient d'arriver, enfin, elle est de retour, ok, peut mériter, on va dire, ce genre d'opportunité. Natalya, elle n'a rien gagné depuis je sais pas combien de temps, donc, ouais, et on va en fait nous sortir un prétexte, c'est parce qu'elles ont toutes été championnes, et donc, voilà, elles méritent un titre. Bon, Shayna Baszler était quand même beaucoup plus méritante, mais bref. Le match, au final, fut bon, voire
très bon. La WWE est quand même très forte pour nous sortir de très bons matchs à 3. Je trouve que c'est vraiment dans cette stipulation qui sont les meilleurs, tout simplement. Et les trois, enfin, j'allais dire les trois vont briller. Nia Jax un peu moins, mais pour le coup, Charlotte Flair, comme d'habitude, va sortir une super performance parce que c'est Charlotte Flair. Et Natalia, que je critique assez souvent, hein, on va pas se mentir, je trouve qu'elle nous a sorti une bonne performance. Et il faut le dire, voilà, je suis juste, quand elle est pas très bonne, je le dis, mais quand elle sort de bonnes performances, je le dis aussi. Fait un super crossbody. À un moment, je me suis dit, ok, Natalia sait faire des crossbody. Je sais pas si elle en a déjà fait dans sa carrière, peut-être il y a longtemps, mais pourquoi elle le fait pas plus souvent, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais bref, le match fut bon et le résultat final était assez attendu, avec une victoire de Nia Jax qui fait le tomber sur Natalia. C'était très attendu aussi. Euh, voilà, Nia Jax, dans l'idée, ça me gêne pas. Ça me gêne pas si, bien sûr, elle perd contre Asuka à Backlash. Si c'est pour faire gagner Nia Jax, là, si, ça me gêne. Mais si c'est dans l'optique de faire gagner Asuka, de lui donner une grosse victoire, entre guillemets, moi, ça me va. Rob Gronkowski, le champion 24 sur 7, nous fait une vidéo de chez lui où tout simplement il va répondre à R-Truth qui fait que de faire des vignettes depuis des semaines pour lui dire qu'il va reprendre son titre et va vouloir faire des blagues, des trucs. J'ai des yeux derrière la tête en mettant ses lunettes derrière. C'est pas très drôle, hein, Rob Gronkowski, c'est plutôt gênant. Et en plus, son nom m'énerve. Tout simplement, je veux l'appeler Rob. Son nom me saoule. J'arrive pas à le dire. Mais voilà, vivement qu'R-Truth lui reprenne le titre parce que là, ça va plus. Enfin, le titre 24 sur 7 était cool avec R-Truth. Là, il ne sert plus à rien avec Rob machin. Donc voilà, c'était juste mauvais en fait. On nous annonce que la semaine prochaine, il y aura une cérémonie pour la retraite de Rey Mysterio. Voilà, suite à l'attaque de Seth Rollins, avec tout ce qui se passe, voilà, ils vont faire une cérémonie pour la retraite de Rey Mysterio. Alors bien sûr que je n'y crois pas, bien sûr que ça va servir d'angle justement à cette histoire entre Rollins et Mysterio, mais je trouve l'idée plutôt cool. Voilà, si c'est bien amené, si c'est bien fait, bah, si on, de toute façon on va avoir un retournement de situation pendant la cérémonie, c'est sûr, mais si c'est assez touchant, si c'est émouvant et qu'on a le petit retournement, ça peut être bien cool. Donc à voir. C'est vraiment un segment que j'ai vraiment hâte de voir. Et donc, le main event, les Street Profits face à MVP et Bobby Lashley, un match d'une dizaine de minutes. J'ai même pas limite envie de parler du match parce que c'est un match assez classique où voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais. Au final, Bobby Lashley, qui n'est pas légal, va porter sa full Nelson, il me semble, sur Montez Ford. Et du coup, il va se faire disqualifier parce que l'arbitre va décompter. Et Drew McIntyre va arriver, voilà, le champion de la WWE qui va attaquer son challenger. Et là, ça va partir en brawl, la grosse bagarre de bourrin. J'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, je suis pas tout le temps un fan des grosses bagarres côté WWE, mais celle-là, j'ai bien ressenti l'intensité, j'ai bien senti la puissance des deux. Et des gars du Performance Center vont venir pour les séparer à chaque fois. Euh, Ils vont venir à 1, 2, 3, mais ça ne va pas les calmer. Ils vont toujours réussir à combattre jusqu'à ce que voilà, ils viennent à 15, 20 sur le ring et qu'on termine sur ce segment où les deux sont prisonniers limite entre tous ces gars du Performance Center. Donc voilà, c'était vraiment une bonne fin de show, je trouve, où bah voilà, le challenger se bat avec le champion. Comme je disais avant, Bobby Lashley, voilà, cette fois-ci ne refuse pas le combat, et c'est une bonne chose. Il agit en vrai monstre, il agit en vrai gars costaud. Donc j'ai trouvé ça très cool. La physicalité entre les deux était bonne. Alors, faudra pas faire ça chaque semaine, encore une fois. J'attends des promos de McIntyre pour gérer ça et de MVP parce que MVP doit servir à ça maintenant mais franchement c'était une bonne fin de show tout simplement. Bilan de ce Raw, et bah j'ai trouvé ça excellent, vraiment je trouve que c'est vraiment le mot excellent. Euh, il y a eu des très bons matchs, il y a des bons segments, c'est dynamique, tu t'ennuies pas, t'as pas de réel temps mort, j'ai trouvé en tout cas.
Et ouais, c'est passé crème, comme on dit. J'ai pas vu les 3 heures passer. Alors, je regarde pas en direct, donc bon, je vois pas 3 heures de show. Et heureusement, je pense que c'est un peu regardable. Mais voilà, c'était un excellent show. Et il faudrait que SmackDown s'inspire un peu de ça, hein. On va reparler de SmackDown. Mais voilà, parce que Raw, sur 2-3 heures de show, c'est hyper condensé, c'est hyper rythmé, c'est vraiment bien. Franchement, c'est tout simplement très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à liker, ça fera du bien à la chaîne.